Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue pour ce webinaire de questions-réponses dédié à notre dossier de la semaine qui était consacré au lien entre émotion et alimentation. Et alors on est ravis de retrouver pour ce dossier un auteur qu'on connaît bien maintenant et qui est déjà venu pour plusieurs dossiers. On va les rappeler, c'est Alice Desnoyers. Bonsoir Alice. Bonsoir Mathilde, tu vas bien? Je vais très bien, je suis très heureuse de te retrouver, je te remercie. Moi aussi. J'espère que tu as passé aussi un beau début de semaine et on est très content de passer cette soirée avec toi, parce que je le disais, maintenant tu es une habituée de Dynamica et de Vivo Vojo. On a pu te voir sur de nombreux dossiers. Tu es venu nous parler de maladies auto-immunes, tu es venu nous parler du diabète, du régime cétogène en 2 parties, avec l'explication du pourquoi et du comment. Parce que comme on le dit régulièrement, si on n'a pas le pourquoi, on va multiplier les comment, on va multiplier les méthodes, mais voilà, de manière dogmatique, sans comprendre vraiment ce qui se passe à l'intérieur du corps. Donc voilà, tu nous avais spécifié le pourquoi, c'était très intéressant. Je vous invite à aller revoir tous ces dossiers, d'ailleurs, qui étaient toujours pertinents, de rigueur. C'est vraiment ce qui te caractérise, Alice. Ouais. Tu vas vraiment agrémenter tous tes propos d'études, PubMed. Non, généralement, tu nous partages régulièrement PubMed. C'est mon côté geek. Mais c'est bien, écoute, voilà, on apprend, on pousse vraiment à tes côtés, donc les sujets. Donc voilà, c'est un vrai plaisir de te retrouver à chaque fois. Et alors, un plaisir immense également de vous retrouver à vous tous. Coucou Rita, coucou Patricia, ravie de vous retrouver. Coucou André, Janine et coucou Françoise. C'est vraiment un plaisir de vous retrouver. Joël, formidable Joël. Effectivement, Joël relève un problème technique et on a depuis quelques semaines, depuis début septembre, quelques soucis techniques effectivement avec la plateforme. Je vous prie de nous excuser très sincèrement. Voilà, les informaticiens sont dessus. Parfois, ça se règle d'un côté et puis ça se rebloque chez d'autres abonnés. Donc, c'est pas un problème qui est égal chez tout le monde. Certains ont une erreur 404 qui s'affiche, d'autres n'ont pas accès où on demande de réinitialiser son mot de passe et son compte et ses identifiants à chaque fois. Donc voilà, il y a toute une équipe qui est dessus et on essaie vraiment de régulariser ça au plus vite pour que vous ayez tous l'accès le plus optimal et rapide pour tous. Donc voilà, mais en tout cas, je suis bien heureuse, Joël, de vous retrouver. Et Janine aussi, vous avez rencontré le même problème. Bon, ben voilà, écoutez, vous êtes ici et donc on est ravis de vous retrouver pour ce question-réponse. Et voilà, on va vraiment faire en sorte que tout soit régularisé le plus rapidement possible. Mais en tout cas, c'est vraiment un plaisir de vous retrouver. Merci encore de votre fidélité et de votre présence. Merci à tous d'être ici ce soir avec nous et bonjour et merci aux personnes qui regarderont le webinaire en replay. Donc, dites-nous d'ailleurs si vous avez tous eu accès au dossier. Voilà, ça peut être intéressant peut-être pour nous, pour toi Alice, de savoir si vous avez vu le dossier ou pas, peut-être par rapport aux réponses plus ou moins argumentées. Donc, voilà, faites-nous un petit signe simplement si vous y avez pu le voir ou pas. Voilà, dites-nous qu'on soit un peu voilà, alertés là-dessus. Donc, Alice, je pense que nos abonnés, alors en plus là, pour ceux qui partagent, pour ceux qui nous disent coucou, parce qu'il y en a plus de connectés, mais en tout cas pour ceux qui ont l'habitude de partager, de se connecter sur le chat, on est sur des habitués, donc c'est sûr qu'ils te connaissent, mais peut-être pour les autres et pour des nouveaux abonnés, je rappelle que tu es nutritionniste, diététicienne nutritionniste, spécialisée en psycho-neuro-immunologie. Donc là, voilà, on va avoir toute cette partie-là psycho d'autant plus ce soir. Tu nous avais partagé déjà toute ton expertise, tes connaissances sur d'autres dossiers. Au travers de ton expérience, je rappelle voilà, que tu avais le syndrome d'Hashimoto, une hypothyroïdie. La maladie, c'est pas un syndrome, c'est une maladie directement.
maladie, c'est voilà, ce que tu nous avais partagé. Et donc, voilà, que tu as éliminé, en fait, la Hashimoto reste toujours une maladie, reste toujours une maladie auto-immune. Mais en tout cas, voilà, tu as endormi, on va dire, les symptômes. Voilà. Et tu nous partageais ça au travers des différents dossiers et les méthodes que tu avais utilisées. Et donc là, c'est plus au travers de cette spécialité que tu as de psychoneuroimmunologie que l'on va aborder l'alimentation et les émotions. Et ce lien qu'on a, qu'il peut y avoir entre les deux. Je vous lis en même temps. Oui, vous êtes passé par les dossiers. Formidable. Voilà, effectivement, il y a une technique. En cliquant sur dossier de la semaine, vous pouvez avoir des blocages. Mais si vous passez par dossier en haut 2023, vous pouvez avoir un accès et lire par ce côté-là. C'est une de vous, je ne sais plus qui avait partagé Véronique ou Françoise peut-être, qui avait partagé ça sur le forum. Donc, merci à vous en tout cas pour cette technique. Et voilà. Le collectif, l'entraide, le lien humain, c'est aussi ce qu'on veut retrouver parce qu'on pourrait juste diffuser des dossiers sur l'abonnement. Et voilà, l'avantage, c'est vraiment d'avoir ce lien, de créer cette petite famille et de la cohésion et de l'entraide entre tous. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup de ces liens que vous créez entre vous. Voilà, vous avez, Françoise, réalisé les mêmes actions, Patricia. Parfait. Écoutez, très bien. Donc, a priori, pour ceux qui le disent en tout cas, vous avez vu le dossier, donc c'est l'essentiel. Écoute, Alice, je te propose qu'on commence avec les questions. D'accord. Ouais, allez, écoute, on y va. Alors, on va commencer par les questions de Véronique, qui nous a envoyé un message, qui ne pourra pas être là ce soir, qui nous regardera en replay. Elle était là hier soir avec Florence Pousset. On faisait un rattrapage de questions-réponses, mais elle nous a laissé ses questions sur le forum. Donc, c'est vrai que je prends l'habitude de répondre en premier aux questions sur le forum. Comme ça, pour ceux qui regardent le replay, en allant sur le forum, on peut voir les questions qui ont été abordées pendant le webinaire. Donc, c'est toujours intéressant. Alors, Véronique nous dit « Bonsoir à tous. Nous savons aujourd'hui de plus en plus l'importance de la qualité et de la diversité de notre alimentation. Et également tout le sens que l'on donne au repas, comme la convivialité, le partage, un instant de pause ou autre. Nos intestins ont un lien direct avec le cerveau et la sérotonine, neurotransmetteur de la sérénité, qui est en grande partie produite. Pour répondre à votre question, Alice, mon repas préféré, pour la bretonne que je suis, ce sont les crêpes et surtout les galettes de sarrasin. Effectivement, tu en parlais dans le dossier. Moi, je suis bretonne aussi, donc je la comprends parfaitement. Vous avez ce terrain commun. Ouais. Donc, elle nous dit « En écoutant ce dossier, j'ai pensé à toutes les personnes qui regardent les informations en mangeant. L'accumulation de mauvaises nouvelles en mangeant a-t-elle un effet sur l'assimilation des micro- et macronutriments ou sur la porosité intestinale ou d'autres effets délétères ?» On va commencer ces questions une par une si tu veux bien. Donc, oui. Alors, je remonte. Donc, bonsoir Véronique et merci beaucoup pour vos questions. Je sais pas si dire vous ou tu. Voilà, comme elle m'a vouvoyé dans ces questions, je vais la vouvoyer aussi. J'ai toujours plus tendance à tutoyer puisque j'habite très près de l'Espagne, en Andorre, et c'est vrai que le tutoiement est beaucoup plus fréquent. Donc Véronique, c'est vrai que la qualité et la diversité des aliments est très très importante puisque ça a un effet direct sur la qualité et la variété du microbiote. Et plus on a un microbiote varié, plus on a d'espèces de micro-organismes dans nos intestins, plus on sera en bonne santé, à la fois physique et mentale, puisque évidemment la santé intestinale a un lien direct avec la santé du cerveau via les neurotransmetteurs comme la sérotonine, comme Véronique a très bien dit. On a le circuit de la récompense avec la dopamine. On a le nerf vague aussi qui fait le lien, en fait. C'est une autoroute entre l'intestin et le cerveau. On abordera toutes ces questions beaucoup plus en détail dans un futur dossier de Dynamica sur le lien ou les liens entre le microbiote et le cerveau. C'est vraiment un domaine de recherche passionnant. On commence à traiter de plus en plus de maladies psychiatriques en traitant en parallèle le microbiote. Donc, c'est vraiment un terrain complètement fascinant. Donc, on partagera ça tous ensemble dans un prochain webinaire. Mais c'est sûr que la variété de l'alimentation est très importante. Souvent, les personnes en général se limitent à une alimentation très peu variée. On a tendance à manger toujours plus ou moins les mêmes aliments. Il faut toujours penser
à varier les aliments. Souvent, je dis à mes patients en consultation, quand ils vont chez leur primeur, c'est d'essayer d'avoir une vision en drone un petit peu, c'est-à-dire imaginer qu'on a un drone au-dessus de la tête, à 1 mètre au-dessus de nous, et voir un petit peu au-delà de ce qu'on prendrait d'habitude comme légumes, comme fruits, même comme type de viande, comme aliment en général. Je parle pas de changer de marque de chips quand on va au supermarché, mais je parle plutôt d'aliments naturels, de légumes, surtout pour varier vraiment les vitamines, les minéraux, les antioxydants, les polyphénols. Et chaque couleur d'aliment correspond à différentes substances biochimiques qui ont un effet bien particulier. Donc, il faut vraiment manger tous les aliments, tous les légumes aux couleurs de l'arc-en-ciel. On dit ça souvent aussi, pour vraiment varier la qualité, varier le plaisir aussi, varier les types de cuisson, les présentations, les préparations, pour apporter le plus de variété possible à notre microbiote et du coup à notre cerveau, et pour essayer d'être en meilleure santé et le plus heureux possible en stimulant tous ces éléments biochimiques. Et, Très bien, merci beaucoup. De rien. Alors, on continue avec sa question. Elle nous dit: «Pour certaines personnes, les aliments transformés sont liés à un côté, pratique, de facilité, de rapidité aussi, très gustatif». C'est vrai qu'on sait que les aliments transformés ont souvent des exhausteurs de goût, et parfois meilleur marché. Là aussi, on a vu dans les supermarchés parfois des pizzas à 1 ou 2 €, et une pizza, voilà, peut faire 2, 3, 4 personnes s'il y a des enfants. Donc effectivement, il y a une histoire de coût aussi derrière. Même s'ils savent que la qualité est basse. Donc ces personnes qui consomment ces produits transformés, pour les raisons que Véronique vient de nous partager, tout en sachant que la qualité est basse. Y a-t-il un lien émotionnel entre l'alimentation transformée et un besoin de plaisir immédiat? C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions dans cette phrase. C'est sûr que les aliments transformés, c'est un gros problème parce que c'est des aliments qui sont pas chers, effectivement. Et avec toute l'inflation qu'on a vécue pendant les dernières années, on a tendance à avoir plus tendance à acheter des aliments ultra transformés et moins chers, voilà, qu'on peut donner à toute la famille. Et c'est vrai que les aliments de qualité, de haute qualité nutritionnelle, sont mis un petit peu à l'écart parce qu'ils sont plus chers. Ça coûte plus cher d'acheter des légumes et des fruits frais et bio encore plus, de la viande, du poisson, des œufs, de l'huile d'olive, de l'huile de coco, tous les aliments qu'on recommande en général dans un modèle de régime anti-inflammatoire. Donc c'est sûr qu'à ce moment-là, il faut faire des choix. Et c'est vrai qu'on peut avoir tendance à avoir recours à ces aliments ultra transformés. Mais au final, il y aura toujours un effet boomerang négatif sur notre santé. Donc, autant acheter un petit peu moins ces aliments transformés et acheter quand même une bonne base de légumes, de fruits de saison, de viande, poisson, fruits de mer, dans la mesure du possible, et de l'huile d'olive, par exemple du bon gras ou de l'huile de coco, en consommant moins d'aliments transformés et en profitant des aliments de saison qui sont toujours moins chers. On peut profiter d'offres spéciales, par exemple, sur tel ou tel produit, mais vraiment encourager la consommation d'aliments frais, même s'ils sont un petit peu plus chers. On essaie de faire des économies sur d'autres dépenses, comme aller au restaurant ou sortir ou prendre la voiture. Ou, on essaie vraiment d'accorder à notre budget d'aliments frais et sains. On essaie d'accorder le plus d'importance à cette partie du budget, même si c'est vraiment pas toujours facile. Essayer de vraiment faire la balance entre le budget et le choix des aliments. Comme je dis souvent, on fait des micro-choix dans la vie pendant toute la journée. Donc, essayons de faire les meilleurs choix possibles en tenant compte de certains facteurs comme le budget, qui est quand même un facteur important. Et évidemment qu'il existe un lien émotionnel entre l'alimentation transformée et un besoin de plaisir immédiat.
comme tu disais, Mathilde, les industriels de l'industrie agroalimentaire utilisent toute une gamme d'additifs, la plupart autorisés, et certains industriels dépassent un petit peu les limites autorisées de certains additifs. Et c'est vrai que quand on lit des étiquettes de certains aliments, on s'y retrouve plus vraiment. Il y a plein de mots barbares, plein de etc. Et voilà, les dynamiqueurs, vous êtes bien au courant de toutes ces choses-là, mais c'est vrai qu'une population un petit peu plus générale peut passer à côté justement de toute cette présence d'additifs qui sont des éléments complètement addictifs, les additifs addictifs qui provoquent justement une consommation excessive. Il y avait une pub pour je sais pas quelle marque de chips, des Pringles ou je sais pas quoi, qui disait c'est impossible d'en manger seulement un, quoi. Et c'est vrai, quand on ouvre une boîte de Pringles, c'est très très difficile de n'en manger qu'un. En général, on en mange plusieurs ou peut-être certaines personnes même tout le paquet. Voilà, c'est fait pour ça. C'est des aliments. Il y a des ingénieurs qui sont spécialisés dans l'hyperpalatabilité. Ouais. Le bliss point, je sais même plus comment c'est en français. Voilà. C'est ce point entre le gras, le sucre qui fait que dès qu'on va dans notre bouche. Je vais regarder bliss point. Je sais plus comment on dit en français. C'est vrai, c'est vraiment le point parfait au niveau gustatif qui fait craquer tout le monde et qui donne envie d'en manger de plus en plus. J'avais lu un livre qui s'appelait The Dorito Effect. C'était l'effet Dorito. Et les Doritos, c'est ça, c'est tellement plein d'additifs et de poudre et de tout ça qui stimule les papilles gustatives et voilà, qui nous entraîne à en manger plus. Et je ne sais pas si on fait ça en France, mais je sais qu'en Espagne et ici en Andorre, dans la plupart des bars, ils nous servent une petite coupelle de biscuits apéritifs ou de cacahuètes salées pour entraîner à la consommation, parce qu'on va manger des petites chips et on aura besoin de prendre plusieurs boissons. Donc c'est des mécanismes vraiment de stimulation du plaisir, du système de la récompense. Donc forcément, il y a un lien émotionnel très concret et montré par la science, quoi. Alors le sujet ici, c'est d'essayer de trouver des récompenses plus physiologiques et évolutives. Les personnes qui me connaissent savent que je suis intéressée et je me suis formée dans un sens évolutif, c'est-à-dire toujours observer d'où on vient en tant qu'être humain et ce pourquoi on a été programmé au niveau alimentaire, au niveau du mouvement, au niveau de nos comportements sociaux en général et humains. Donc, au lieu de se laisser porter par des rapports de cause à effet artificiels en mangeant des aliments qui sont pas naturels du tout, et dans la nature, on n'a pas du tout ces stimulations de plaisir extrême par des aliments vraiment naturels. On va essayer de trouver des récompenses plus physiologiques en observant un petit peu ces sensations. On en reparlera un petit peu plus tard dans la vidéo, mais retrouver des sensations plus naturelles, c'est-à-dire manger à sa faim, manger quand on a faim, et ça c'est pas toujours le cas, boire quand on a soif, se couvrir quand on a chaud, se laver quand on sent qu'on est sale, entretenir des contacts sociaux, des contacts physiques avec des personnes. Retrouver toutes ces stimulations qui sont beaucoup plus naturelles et essayer d'échapper aux surstimulations, pas seulement alimentaires, mais aussi au niveau des réseaux sociaux, au niveau de notre attention. Donc, essayer d'introduire plus de calme dans nos vies, aussi bien du point de vue alimentaire qu'en général, essayer de pratiquer un peu plus la contemplation, la méditation, la respiration. Être plus conscient de nos actions au quotidien pour essayer d'éviter justement de rentrer dans ces pièges, de tomber dans ces pièges d'additifs alimentaires et autres surstimulations. Patricia nous dit d'ailleurs, elle nous dit dans le chat, les polyphosphates ont été désignés comme étant à la source des problèmes des enfants hyperactifs. Ah ouais, complètement. Bien connu des additifs, les polyphosphates, donc... merci Patricia pour... C'est vrai qu'il y a beaucoup de recherches qui sont mises en place au sujet
des différentes causes des problèmes d'hyperactivité chez les enfants et les adultes aussi, hein, parce que des enfants hyperactifs restent en général des adultes hyperactifs. Enfin, ça, c'est un autre sujet. Mais c'est vrai que des enfants hyperactifs, on peut remarquer qu'ils ont souvent une alimentation très élevée en sucre, en additifs, en aliments transformés. C'est vrai qu'il y a plusieurs études qui montrent qu'une alimentation anti-inflammatoire chez des enfants, voire aussi des enfants atteints du spectre autistique, une alimentation anti-inflammatoire peut avoir des effets vraiment impressionnants sur la réduction de ce genre de symptômes. Bah écoute, merci beaucoup Alice. Véronique complète en disant: j'ai beaucoup apprécié ce passage, Alice, où vous décrivez que les régimes alimentaires du monde sont bons tant que l'on ne met pas d'aliments transformés, et je rajouterai tant que l'on ne bouge, surtout tant que l'on bouge, pardon. Et je rajouterai tant que l'on bouge, surtout dehors. Je vous regarderai à replay. Belle soirée à tous. C'est vrai, elle a raison. Je crois qu'on en a déjà d'ailleurs parlé sur Dynamica. Il y a plusieurs études qui ont été menées où 2 groupes de personnes, en analysant leur analyse sanguine, urinaire, etc., ont de meilleurs résultats s'ils bougent avec une alimentation, voilà, avec des petits écarts. On ne parle pas d'aliments transformés, mais des petits écarts avec des petits chocolats, des petits gâteaux, bon, des choses, un petit verre de vin, voilà. Que ceux qui ont une alimentation extrêmement carrée, extrêmement, enfin vraiment, j'allais dire rigide, mais c'est pas rigide, mais vraiment très très bien faite du point de vue nutrition et très stricte du point de vue micronutrition, mais en étant tout à fait sédentaire. Et donc effectivement. C'est bien de le rappeler, comme tu l'as dit à l'instant, hein, qu'il est important de bouger, de sortir. Enfin, c'est ce que tu viens de dire à l'instant. Et comme je le dis presque à chaque fois qu'on fait un dossier ensemble, c'est aussi important pour moi de faire attention à son régime alimentaire que de faire attention à son hygiène de vie, son mode de vie. Et le mouvement, l'activité physique, c'est vraiment crucial. Et d'ailleurs, la question de Véronique m'a fait penser à un auteur... bon, c'est un exemple assez ancien, mais c'est vraiment révélateur. C'est un médecin américain qui s'appelait Weston A. Price, qui était dentiste en fait. Et il a voyagé pendant près de 10 ans dans les années 1930 pour étudier des groupes, des populations traditionnelles, je ne veux pas dire primitives, mais des populations traditionnelles dans les années 1930 en Suisse, au Pays de Galles, en Amérique du Nord et du Sud, dans les îles de Pacifique, en Afrique, les aborigènes d'Australie et les Maoris en Nouvelle-Zélande. Et parmi tous ces peuples qui avaient une alimentation parfois complètement différente, ils retrouvaient que ces personnes avaient une très bonne dentition, n'avaient pas de maladie des dents ou des infections provoquées par une mauvaise dentition et par extension c'était des personnes qui étaient en très bonne santé et peut-être qui mouraient jeunes bon, en raison d'infections ou de choses comme ça ou du fait qu'il n'y avait pas encore un système sanitaire très développé dans ces années-là, mais en tout cas qui n'avaient pas du tout de maladie de civilisation comme à notre époque, pas de diabète, pas de cancer, pas de maladie métabolique. Et donc, il a remarqué que même si on a un régime soit complètement à base de poissons et de gras, soit à base de racines, comme certains peuples en Tanzanie, par exemple, même si c'est des modèles d'alimentation complètement différents, ces personnes-là avaient vraiment une très bonne santé en général, et c'est vraiment des recherches qui sont très intéressantes et qui sont toujours d'actualité, parce qu'il y a des chercheurs qui continuent à faire des recherches sur différents peuples traditionnels dans le monde et qui trouvent les mêmes conclusions actuellement. Et c'est vrai que l'important, c'est de ne pas introduire des aliments ultra transformés, parce qu'on le voit hein, parmi les peuples d'Amérique ou d'Afrique ou les peuples plus traditionnels, dès qu'on commence à installer les chaînes de fast-food et les boissons sucrées, les sodas, etc., on observe très très rapidement, chez les aborigènes aussi, et l'alcool aussi, on observe très rapidement
une régression de ces personnes-là au niveau espérance de vie, au niveau sanitaire, au niveau maladie chronique. Et on le voit vraiment concrètement à l'heure actuelle, quoi. Quand on voit certains pays comme le Mexique ou certains pays d'Afrique ou l'Inde, où les personnes sont voilà, où une bouteille de Coca-Cola est moins chère qu'une bouteille d'eau, comme au Mexique, par exemple. Il y a des déserts alimentaires dans certaines régions d'Amérique, même des États-Unis, où on n'a pas accès justement à des aliments qui sont naturels, non transformés. Donc c'est compliqué. Parfois même en Europe. Enfin, moi, j'ai fait une année d'Erasmus en Espagne il y a quelques années maintenant, une quinzaine d'années. Et au moment où j'étais en Espagne, la bouteille d'eau était plus chère que la bouteille de Coca. Donc, certainement en France aussi, mais c'est simplement que là, voilà, la vie étudiante faisait qu'on prêtait un peu plus attention à cela. Et ouais. Mais c'est vrai que c'est un cas qui est bien plus développé dans les pays que tu as cités, certainement. Ouais. J'allais te dire, Mathilde, j'avais pas répondu à deux questions de Véronique. Elle mentionnait des personnes qui mangent en regardant les informations. C'est vrai que c'est la meilleure façon d'avoir des mauvaises digestions et de pas bien assimiler les nutriments. Donc c'est vrai qu'on recommande toujours de manger dans le calme, de se préparer une jolie table, même si on est seul. J'avais une copine quand j'étais étudiante il y a de très nombreuses années à Rennes qui installait toujours un petit bouquet avec une petite fleur sur sa table dans sa chambre d'étudiante. Et voilà, il faut prendre soin de nous quand on mange et puis se préparer un vrai repas assis à table et dans le calme. Et c'est vrai qu'en évitant de regarder les infos ou d'écouter la radio, mais on peut se mettre une musique douce ou écouter un podcast à la limite, mais bon, l'alimentation consciente, c'est très important aussi. Ça fait partie, c'est un premier pas vers une bonne digestion, quoi. Après, on n'est pas obligé limiter les distractions. Ouais, tout à fait. Et vraiment se concentrer sur ce qu'on mange et apprécier ce qu'on mange, les différentes textures, la température, les goûts. Voilà. Écoute, merci pour ces partages avec cet auteur que tu as partagé. Ah, tu voulais compléter quelque chose peut-être? Oui, je voulais répondre à la dernière question de Véronique à laquelle j'avais pas répondu, et c'est pour inciter aussi les auditeurs de ce soir à penser à leurs réponses que je développerai en fin de vidéo là ce soir. C'est vrai que dans la vidéo, dans la première vidéo sur les émotions et l'alimentation, je vous avais demandé si vous vouliez participer ce soir à une micro-enquête qu'on fera tous ensemble pour vous demander en fait quels aliments ou quel aliment a vraiment comment dire vous apporte des souvenirs vraiment sensibles ou émotifs ou vous rappelle vraiment des situations que vous viviez quand vous étiez enfant, par exemple. Notre Madeleine de Proust, quoi. Globalement, voilà, tu vas nous demander l'aliment qui suscite un peu les émotions chez nous. Voilà, donc essayez de réfléchir à votre aliment doudou. C'est pas vraiment votre aliment doudou parce que c'est vrai que quelqu'un a posé la question des aliments doudou, mais c'est vraiment un aliment qui faisait partie de votre cercle familial et plutôt dans l'enfance. Et voilà, la Madeleine de Proust, comme tu dis. Donc voilà, la salade à l'huile d'olive. Donc vous réfléchissez et je vous poserai la question à tous. En fin de dossier. En tout cas, pour Véronique, c'est les crêpes et les galettes de sarrasin. Voilà, donc ça, c'est bon pour les questions de Véronique. Ouais. C'est un petit test que tu nous feras effectivement à la fin de ce webinaire pour nous interroger un petit peu sur les directions qu'on prend. Oh là là, mais il y a plein de réponses très, très bien. On les garde. Les asperges au printemps, c'est vrai que... Mais très bien. On les garde. Je prends les questions qui sont un petit peu arrivées sur le chat avant de continuer avec les questions qu'on a reçues par mail maintenant. Des questions, alors, Patricia dit, j'ai vu que le safran est un aliment antidépresseur. C'est possible, hein. J'ai pas regardé en détail sur le safran. C'est vrai que en bonus là pour ce dossier, je vous ai concocté un petit bonus en PDF sur certains aliments avec des propriétés antidépresseurs. Alors, faut pas le prendre au pied de la lettre non plus. Faut pas s'alimenter que de ces aliments. Si on est en pleine dépression, évidemment, on recommande toujours une alimentation variée, équilibrée. Mais c'est vrai que j'ai trouvé ça intéressant de partager avec vous certains aliments qui peuvent avoir des propriétés pour booster un petit peu l'humeur
Et le safran, oui, ça m'étonnerait pas que ce soit un aliment antidépresseur. En même temps, ça s'utilise à très très petite dose et je sais pas si ça a un impact énorme sur le côté sur la dépression. Mais en tout cas, il a suffisamment pour ne pas être pris si on prend des antidépresseurs. Il est vraiment contre-indiqué en antidépresseurs si on prend des antidépresseurs. Mais d'accord, très intéressant. Il faut toujours faire attention avec les contre-indications entre les médicaments et les aliments. Mais effectivement, il revient régulièrement dans les antidépresseurs avec le millepertuis. C'est vrai que c'est souvent. J'y pensais aussi. Le millepertuis, un aliment qui est mis en avant. Très bien, merci beaucoup. On continue avec Rita. Alors Rita qui nous dit « J'aimerais savoir pourquoi quand je mange le soir, exemple aujourd'hui, j'ai mangé un morceau de fromage puis une gaufre de liège. » Donc gaufre de liège, si je me trompe pas, c'est une petite gaufre avec du sucre dessus. Hein, et puis je m'endors. Merci. Bon, alors déjà, est-ce qu'on peut dire à Rita que si vous n'avez mangé que ça, Rita, du fromage et une petite gaufre de liège, on n'est pas sur un repas... c'est pas le meilleur repas. Voilà. Bon, alors s'il vous a fait plaisir, c'est l'essentiel. Mais c'est vrai que... je te laisse... non, mais bon, j'allais pas développer énormément parce que c'est vrai que c'est un repas qui fatigue, en fait. La digestion, il peut être bon pour la digestion, en fait. Déjà, je sais pas si Rita nous entend, parce que si elle s'est endormie, c'est qu'elle n'est pas en train d'écouter notre réponse. Mais c'est sûr que si vous mangez un repas plutôt chargé, c'est vrai que, comme tu dis, Mathilde, on ne sait pas si Rita a mangé seulement un morceau de fromage, et quel fromage aussi, quelle quantité, dans quelles circonstances. Et une gaufre de liège, on ne connaît pas la taille non plus de la gaufre, et ce qu'il y avait dessus, s'il y avait un demi-pot de Nutella étalé sur la gaufre, on ne le sait pas non plus. mais c'est sûr qu'après, ça dépend. Si vous avez une journée fatigante et si vous vous êtes posé sur le canapé pour manger ça, il y a le sommeil qui arrive. Mais c'est sûr que c'est pas la meilleure alimentation pour être pleine d'énergie. Mais bon, on peut toujours se faire plaisir. Mais je dirais, comme d'habitude, ça dépend vraiment de l'ensemble de votre alimentation, de vos activités, votre âge, si vous avez une maladie ou quoi que ce soit, ça dépend de tellement de facteurs, mais c'est sûr qu'il y a des aliments qui vont stimuler plus l'énergie et d'autres aliments qui vous feront plutôt dormir. Oui, là, en termes de digestion, effectivement, ça peut la solliciter, donc vous endormir un petit peu. Donc, écoutez, vous nous préciserez, Rita, s'il y avait uniquement fromage et gaufre ou s'il y avait un peu de salade ou quelques légumes ou crudités en parallèle. On continue avec Françoise qui nous dit « Ma cardiologue doute sur l'huile de coco, doute de l'efficacité des bienfaits de l'huile de coco. » Est-ce que c'est une bonne huile? Surtout pour les maladies cardiovasculaires, j'imagine. Ça, c'est vrai que quand on le disait beaucoup à une certaine époque, que les graisses saturées pouvaient provoquer des maladies cardiovasculaires. Et si on lit un petit peu la littérature scientifique plus actuelle, on verra que l'huile de coco a plutôt des effets cardioprotecteurs, c'est-à-dire protecteurs du système cardiovasculaire. Et comme d'habitude, c'est pas que je fais la même réponse à chaque fois, mais ça dépend vraiment de l'ensemble de l'alimentation. Après, il y a l'huile de coco et l'huile de coco. Il y a l'huile de copra. Voilà, l'huile de copra, c'est un espèce de résidu de l'huile de coco vierge. Et en fait, c'est un petit peu comme l'huile d'olive. Soit on prend une huile d'olive de très basse qualité ou qui ne soit pas première pression à froid. Et on peut prendre aussi une huile de copra qui est vraiment une huile extraite des résidus de l'huile de coco. Donc, il faut toujours choisir des bonnes huiles, les meilleurs aliments possibles en général, mais pour l'huile de coco, c'est exactement pareil. On a de l'huile de coco bio qui a une grande traçabilité et qui a vraiment des propriétés anti-inflammatoires, antifongiques et en prévention de maladies cardiovasculaires. Mais c'est sûr, si on prend une gaufre de liège et qu'on la tartine d'huile de coco et qu'on met un morceau de fromage dessus, je sais pas si c'est le mélange idéal, mais si on prend, comme tu dis, une bonne assiette de légumes avec un beau poisson et un petit peu d'huile de coco dessus, ça c'est un repas complètement anti-inflammatoire et sain pour les artères, pour le cœur, pour le cerveau, pour le foie, pour tout, quoi. Donc l'huile de coco, regardez un petit peu sur internet
voilà, toute la vérité n'est pas sur Internet, mais comparer quand même les informations, aller sur des sites scientifiques pour voir ce que dit la science récemment sur les propriétés de l'huile de coco. Oui, c'est très juste tout ce que tu viens de partager sur l'huile de coco. Effectivement, allez renseignez-vous un peu plus, mais effectivement, elle a de nombreux bienfaits. Et voilà, la quantité, avec quoi c'est mélangé, c'est très juste ce que tu as partagé. C'est important. On continue avec les questions. On a André qui nous dit: faites-vous des interventions dans les écoles, lycées pour une sensibilisation à une éducation alimentaire? C'est la semaine du goût le mois prochain. C'est vrai, merci de le rappeler, André. Merci pour ce rappel, André. La semaine du goût, j'ai l'impression que, je crois que j'ai vu un reportage là-dessus. Je crois que la semaine du goût était sponsorisée à l'époque par l'industrie du sucre. Donc c'est rigolo, quoi. Que voilà, la semaine du goût, c'est comme les Jeux Olympiques sont sponsorisés par une marque de soda américaine très connue, n'est-ce pas? Oui, dont on a entendu parler dans les médias là, pas plus tard qu'aujourd'hui. Donc la semaine du goût, donc oui, c'est un bon moment pour sensibiliser toutes les personnes et les enfants notamment. Je ne fais pas d'intervention dans les écoles et lycées, encore moins en France parce que j'habite pas en France, mais je fais des interventions dans le pays où j'habite. En donnant des conférences et en m'exprimant dans les médias locaux. Mais c'est vrai que et ce sera bientôt la journée mondiale de l'alimentation, c'est le 16 octobre. Donc j'espère que près de chez vous, vous allez participer ou assister à différents événements qui seront réalisés dans ce cadre-là. Mais renseignez-vous pour savoir qui organise la semaine du goût, parce que je serais curieuse de savoir si c'est toujours l'industrie du sucre. Alors André nous partage que ce n'est plus le cas depuis longtemps, donc très bien. Les choses ont un peu évolué. Tant mieux. Parfait. Mais il faudrait quand même voir qui organise tout ça. Alors Rita dit, je suis toujours là, j'essaie de m'écouter de ce que j'ai envie de manger. C'était du fromage Grano Padano, fromage de chèvre. C'est l'association des deux, uniquement gaufres. Aussi, quand je termine un repas, j'aime manger du sucré, parfois crème d'amande et crème des trois noix. Ça, c'est naturel sucré. Super, c'est parfait, Rita. Vous écoutez votre corps, vous écoutez vos envies. Si tout ça, c'est dans le contexte d'un régime équilibré, varié, plein de vitamines et de minéraux, tout est possible. Bon, en tout cas, merci pour ce complément d'information, Rita. Et André nous dit, c'est ouvert à tout le monde. Oui, bien sûr, c'est ouvert à tout le monde. J'aimerais bien farfouiller un petit peu pour voir qui sont les sponsors de cet événement. On regardera ça. On te retrouve dans pas très longtemps. On pourra poursuivre un peu on va te retrouver mi-octobre. Donc voilà, on sera peut-être effectivement dans la semaine du goût. On continuera cette conversation. Écoute, là, je te propose de continuer avec les questions qu'on a reçues par mail. Et puis, on va reprendre après je vois Patricia, elle me donne très, très envie votre assiette qui suscite des émotions chez vous. La salade frisée, huile d'olive et ail. Ouais, ça me parle beaucoup. Tout ça, c'est très healthy. Hein. On voit que les dynamiqueurs, ils sont vraiment très au fait de l'alimentation saine et tout, parce qu'on a la salade à l'huile d'olive, les asperges, la salade frisée, huile d'olive et ail. Voilà, on n'a pas le gros cassoulet, mais bon, on finira de poser des questions de vidéos pour voir s'il y a des petites variations. Parce que ces plats-là, ils sont tellement sains, mais je vois pas énormément le côté émotionnel, si ça vous rappelle votre enfance ou quoi. C'est des plats très sains, mais pourquoi pas, hein, peut-être que dans votre famille, on avait l'habitude de cuisiner des salades, ça vous rappelle votre enfance. Si on n'a que des plats très sains, on va en trouver des aliments qu'on peut consommer, voilà, quand on a une émotion un peu forte, et on verra ça tout à l'heure par rapport aux réponses qui vont arriver. Là, on continue avec la question de Nadine. Alors, Nadine, elle nous écrit par mail. Alors, bonsoir Nadine, tu es parmi nous. Sinon, vous nous verrez en replay. Elle nous dit: bonjour les dynamiqueurs Alice et Mathilde. Merci pour ce dossier. Il est toujours très intéressant de vous écouter. Je constate une évolution de mon attitude face à la nourriture au fil des ans. Plus jeune, une contrariété me coupait l'appétit.
Aujourd'hui, je ressens le besoin d'aliments doudous lorsque je ne vais pas bien, notamment les sucreries comme les gâteaux ou le chocolat. Comment interpréteriez-vous cela? À quoi est-ce dû? Merci infiniment pour vos éclairages. Nadine, bonsoir et merci beaucoup pour votre intervention. Et c'est sûr que c'est encore un bon exemple qu'on est tous différents, qu'on évolue au fil du temps. Et c'est vrai qu'on a des réactions métaboliques, émotionnelles, psychologiques complètement différentes en fonction de notre âge, de notre situation, de toutes les interactions qu'on peut avoir avec notre environnement. Et c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui, dans le stress, ont l'appétit complètement coupé. Ça, c'est un mécanisme physiologique. Si on se fait attaquer par un lion, on n'a pas précisément envie de manger, on a plutôt envie de fuir. Donc, c'est tout le mécanisme, le système sympathique qui se met en place. Donc, c'est fuir ou lutter ou être paralysé ou faire le mort. Ça, c'est dans notre évolution naturelle. Et donc, le système digestif est complètement paralysé. Donc, on pense pas du tout à se faire un petit sandwich quand on se fait attaquer par un lion. Donc ça arrive souvent que des personnes en cas de stress aient la faim coupée. Mais c'est bien que tu le rappelles parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident. Le système digestif fonctionne sous le système parasympathique. Donc effectivement, si on est trop en ortho, bah voilà, ça se bloque. Mais c'est bien de redonner du sens. Donc ouais, merci pour cette précision. C'est vrai que je recommande toujours de se retourner un petit peu vers notre évolution, d'où on vient, qu'est-ce qu'on a été programmé pour consommer et pour avoir comme réaction naturelle. Mais c'est vrai que notre société industrielle actuelle nous pousse plutôt vers un type de stress qui n'est pas physiologique, mais c'est un stress chronique qui provoque une inflammation chronique aussi à bas bruit et qui entraîne plutôt, peut-être plus chez les femmes aussi. Enfin bon, ça, il y a moyen de débattre là-dessus aussi, mais d'adopter plus une alimentation émotionnelle. En cas de stress, on va plus avoir tendance à manger plus de quantité, à se tourner vers des aliments gras, salés, sucrés, des aliments doudous, comme dit Nadine. Et effectivement, c'est dû, comme on a dit tout à l'heure, au circuit de la récompense, à notre besoin d'être rassuré, d'être chouchouté, d'être consolé. Et c'est vrai que c'est l'alimentation émotionnelle, quoi. On utilise l'alimentation comme une ressource pour gérer nos émotions. Et il y a des moyens, on en parlera un petit peu plus tard, de gérer nos émotions par nos actions et notre façon de penser au lieu de laisser notre alimentation gérer nos émotions, parce que les résultats sont en général pas très positifs pour nous. Totalement. Écoute, merci beaucoup pour cette réponse. Voilà, Nadine, vous aurez vos éléments en écoutant le replay ou si vous êtes là, faites-nous un petit coucou si vous êtes ici. Alors attends, est-ce qu'on a reçu des questions? Oui, on a une question. Alors Rita, je garde un peu votre question pour tout à l'heure parce qu'elle est intéressante, mais elle est pas tout à fait dans le sujet. Donc on va poursuivre pour rester vraiment dans la thématique des aliments et de l'émotion avec les deux questions suivantes qu'on a reçues par mail, et on prendra votre question juste après. Donc, on continue avec la question de Julie. Alors, Julie, elle nous dit « Bonjour à tous. Merci Alice Desnoyers pour ce thème qui me parle beaucoup. J'ai de véritables compulsions alimentaires lorsque je suis fatiguée, contrariée, en colère, parfois même sans émotion particulièrement identifiée. J'essaie de respirer, de bouger, de changer de pièce, de déguster le carreau de chocolat que je vais consommer en le faisant véritablement fondre plusieurs minutes. Mais je reste encore fébrile, je regrette, culpabilise, c'est très désagréable. Quelles sont les stratégies spécifiques que vous conseillez sans utiliser la nourriture comme un moyen réconfort? Bon là, la question de Julie, elle est... On ne peut pas plus dans le thème. Vraiment. Oui, carrément. Et c'est vrai que j'ai répondu en partie parce que bien sûr, c'est pour ça que je le redis. Récompense, ces différentes hormones qui nous procurent du réconfort et de la satisfaction, qui sont des récompenses artificielles en fait. Et l'alimentation émotionnelle pour répondre à des émotions qu'on n'a pas forcément réussi à gérer correctement. Alors,
les techniques de Julie pour remédier à ces compulsions, elles sont très bonnes. Hein. Elle dit j'essaie de respirer, de bouger, de changer de pièce, de déguster le carreau de chocolat que je vais consommer, mais je reste encore fébrile, je regrette, culpabilise. Alors ça, c'est toute l'histoire des compulsions alimentaires, des obsessions alimentaires. Moi, ce que je propose comme technique en consultation pour aider les personnes qui ont des compulsions alimentaires et souvent des addictions au sucre. Et je suis concernée aussi parce que j'ai vécu pendant des années avec des troubles du comportement alimentaire. Je suis passée par des époques de boulimie, des époques d'anorexie, surtout pendant mes années d'étudiante, quand j'avais 18-20 ans, et qui m'ont poursuivi pendant pas mal d'années de ma vie. Et maintenant que je suis nutritionniste, j'ai réussi quand même à apprendre pas mal de techniques qui me permettent d'éviter ces écarts-là, surtout parce que j'ai expérimenté par moi-même qu'une consommation trop importante d'aliments sucrés me provoquait un état dépressif vraiment très très profond et très long. Donc je ne me permets plus de tomber dans ces addictions à nouveau, parce que je sais qu'il s'agit de ma santé mentale et c'est le bien le plus précieux que j'ai. Donc je l'ai vraiment vécu, je l'ai vraiment expérimenté, et ce qui m'aide aussi pour partager ces techniques ou ces astuces à mes patientes actuellement, mes patients. Et c'est vrai que je conseille toujours. En fait, pour moi, la base, c'est vraiment une alimentation équilibrée, parce que souvent, les personnes mangent peu pendant la journée, un petit déjeuner vite expédié avant de partir au travail. Ensuite, on mange une petite salade sur un coin de table à midi, et le soir, on rentre du travail complètement fatigué, et puis on dévore tout ce qu'il y a dans le frigo, quoi. Et en fait, si on change un petit peu cette dynamique, si on prend 2 œufs le matin avec une bonne huile d'olive ou une bonne huile de coco, avec un petit peu de roquette, un petit peu de mâche, des radis, ou alors un demi-avocat par exemple, ou des fruits secs crus, non grillés, non salés, un fruit, ou par exemple un reste de légumes de la veille ou un reste de viande. Voilà, si on passe à un petit déjeuner plus salé, et qui ressemble pratiquement à un vrai repas, quoi. Donc on écarte le pain, le beurre, la confiture, le café au lait, et vraiment on adopte un petit déjeuner anti-inflammatoire. Et c'est vrai à partir de ce premier repas de la journée, le petit déjeuner, on voit qu'il y a une régulation de l'humeur, une régulation de la glycémie. On a des taux de glycémie beaucoup plus plats, beaucoup plus stables pendant la journée. Donc on a une énergie beaucoup plus stable pendant toute la journée. Et on grignote pas entre les repas. Le midi, on prend un repas bien équilibré avec une portion de protéines, une bonne assiette de légumes, cuits ou crus en forme de salade, ou sinon une crème de légumes. Encore des bonnes graisses comme de l'huile d'olive ou de l'huile de coco. Et un dessert, on peut prendre un fruit ou un yaourt de chèvre, par exemple, qui sont facilement assimilables. Et voilà, et le soir, on fait un autre repas qui soit similaire à celui du midi. On peut ajouter un petit peu de féculents si on veut, des pommes de terre, un petit peu de riz. Mais voilà, on va éviter le pain, l'alcool, les jus de fruits, les aliments ultra transformés. Et c'est vrai qu'avec une base d'alimentation équilibrée comme celle-ci, c'est beaucoup plus facile de lutter contre les tentations, et on n'aura pas envie de se jeter sur un paquet de chips à 19h si on rentre du travail un peu tard. Donc pour moi, la base pour éviter les compulsions, c'est vraiment d'anticiper en organisant des repas vraiment équilibrés, complets, variés, et le plus simple possible, quoi. Non, mais ça peut passer par l'organisation, et c'est une super stratégie que tu proposes là, parce que c'est vrai qu'on va regarder le repas compulsif à la loupe, alors qu'il est forcément imbriqué avec tous les autres repas de la journée. Et effectivement, d'avoir préparé et anticipé ces repas, ça évite de se jeter sur les bouts de fromage, saucisson, chips, et tout à fait. Donc
Ou le sucré, oui, bien sûr aussi. C'est vrai que voilà, on est plus ou moins attiré par le sucré ou le salé, mais le sucré aussi, tout à fait. Donc voilà, Julie, en complément de vos techniques qui étaient déjà très intéressantes, voilà, ça peut être aussi en passant par l'organisation globale des repas sur la journée, être aussi une aide précieuse pour éviter de retomber dans ces moments de un peu de compulsion alimentaire. Ouais. Et donc, sinon, il y a quelques trucs aussi. Mais bon, c'est des conseils qui tombent sous le sens, c'est-à-dire ne pas avoir chez vous des armoires ou des placards remplis de tablettes de chocolat, de paquets de biscuits, de chips. Ça commence là aussi, ça commence par le moment où on fait les courses. Déjà, on fait les courses en n'ayant pas faim, parce qu'évidemment, si on a faim en commençant le passage au supermarché, on va avoir tendance à acheter plus de produits plutôt mauvais pour notre santé. Donc, éviter d'acheter des produits trop salés, sucrés ou trop transformés. Et en avoir le moins possible chez nous, c'est la première chose pour éviter les compulsions. On parlait de salé ou de sucré là, selon les envies de chacun. Patricia a une question là-dessus. En général, les personnes craquent sur le sucre. Quand je suis fatiguée ou morose, je préfère le salé, alors que je ne sale pas mes plats et n'aime pas le sel. Avez-vous une explication ? Oui, en fait, Patricia, vous avez donné vous-même la réponse. Si vous ne salez pas vos plats et que vous n'aimez pas le sel, votre corps a besoin de sel parce que le sel, c'est un minéral comme les autres et on a besoin de sodium dans notre corps pour le fonctionnement correct du système rénal. Donc, si vous craquez pour des aliments salés, c'est que votre corps a besoin de sel. Mais je vous conseillerais justement de faire l'inverse, c'est-à-dire d'appliquer la même technique que je vous ai dit avant, c'est-à-dire d'introduire du sel non raffiné dans vos repas de la journée. Ça peut être environ 3 grammes par jour pour assurer une bonne dose de ces minéraux dans votre alimentation. Ça peut être du sel gris de l'Atlantique ou du sel rose de l'Himalaya ou les deux en alternance. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur du sel ou qui n'aiment pas le sel, qui ont peur de l'hypertension artérielle et tout ça. Mais justement, si on mange une alimentation, et Patricia, apparemment, vous mangez une alimentation très, très saine, avec beaucoup de salade et tout ça, mais si vous n'avez pas de sel, peut-être que votre fonction rénale a un petit peu du mal à travailler et le sel aide. Je me remets au quinton à l'apéro. Voilà. Le quinton, c'est une bonne solution aussi. C'est des petites ampoules d'eau de mer pour bien reminéraliser tout votre organisme. Mais c'est vrai que on apprécie aussi des solutions qui sont vraiment pas chères, bon marché et qui assurent une bonne santé tout au long de l'année. Donc, n'oubliez pas de saler vos plats régulièrement, surtout si vous ne consommez pas d'aliments ultra transformés ou de pains qui sont déjà riches en sel. Donc, pensez à prendre du sel. C'est vrai que le canton, c'est super. Et si on sale normalement, il y a une différence là aussi entre si on est attiré par le sucré ou le salé ? Ça, je sais pas, mais c'est vrai que souvent, moi, j'essaie d'avoir un regard un petit peu intuitif chez une personne, comme le message de Patricia, elle nous le dit elle-même dans son message, elle n'aime pas le sel et qu'elle ne sale pas ses plats. Et alors qu'on sait parfaitement que l'organisme a besoin de sel pour bien sûr. Pour toutes les réactions biochimiques du corps et notamment les situations du système rénal. Et surtout, voilà, quand elle est fatiguée, parce que le sel non raffiné comporte aussi du magnésium, donc ça peut être aussi un petit manque de magnésium. Il faut vraiment réfléchir là-dessus. C'est vrai que les personnes ont plus tendance à avoir des compulsions sucrées, qui apportent plus un sentiment de réconfort. Et quand on a des compulsions salées, ça peut vouloir dire justement qu'on a un manque de sodium et de sel, de minéraux en général. Merci beaucoup. Pas de pain, pas de fromage, mais je n'aime pas le goût du sel. Voilà pourquoi je ne sale pas. Ben voilà, Patricia, vous répondez vous-même à votre question. Vous ne mangez pas d'aliments salés, mais votre corps a besoin de sel. Donc c'est normal que de temps en temps, il craque pour des aliments salés. Mais pour éviter ces craquages, il vaudrait mieux introduire un petit peu de sel dans votre alimentation. Parce que si vous n'aimez pas le goût du sel et en même temps vous craquez sur du salé, c'est que quand même il y a un certain moment où vous aimez quand même le salé. Donc voilà, faut essayer de gérer un petit peu ce déséquilibre. Une piste en tout cas, à aller explorer. Une piste, ouais. Merci beaucoup Alice.
Écoute, je te propose on arrive à la dernière question de ce webinaire de Charles et on prendra ensuite la question de Rita et puis voilà, celles qui vont arriver si vous avez d'autres interrogations dans le chat. Et puis, tu nous feras jouer. Tu nous feras tester un petit peu nos comportements. Alors, la dernière question, c'est Charles qui nous l'envoie. Donc, bonsoir Charles, si vous êtes parmi nous. Sinon, même principe, vous le regarderez en replay. Il nous dit « Bonjour à tous, ma naturopathe me dit que les compulsions alimentaires peuvent venir du microbiote, notamment une candidose, mais pas seulement, et qu'il est important de réguler le microbiote pour réguler les compulsions, car ce déséquilibre peut être à l'origine aussi de troubles émotionnels. Êtes-vous d'accord avec cela? Merci pour ce dossier et pour les précédents passionnants. » Tu en as parlé déjà du microbiote depuis le début de l'émission, mais... merci beaucoup Charles pour votre question et pour vos commentaires. Et c'est sûr que je suis entièrement d'accord avec votre naturopathe et avec vous que les compulsions alimentaires peuvent venir du microbiote. En fait, c'est une autoroute à double sens parce que le cerveau influence le microbiote et le microbiote influence le cerveau, clairement. Et on en reparlera plus en détail dans un prochain dossier. Mais c'est vrai qu'avoir un microbiote sain, ça assure une santé mentale beaucoup plus saine aussi. Et la candidose augmente forcément le déséquilibre du microbiote et le champignon candida s'alimente principalement de sucre. Et c'est vrai qu'on a fait beaucoup d'études scientifiques sur les changements de comportement psychologiques en rapport avec le changement de microbiote. Je ne sais pas si tu as vu ces études-là, Mathilde, où on faisait des transferts, je sais pas comment, on transférait des selles d'une souris obèse à une souris saine qui devenait obèse, ou alors des souris qui étaient addictes au sucre, plus que addictes à la cocaïne. Il y a eu énormément d'études comme ça faites sur les animaux qui montrent la relation directe entre le microbiote et les comportements ou les attitudes psychologiques d'animaux ou de personnes. Oui, il y a plein de personnes d'ailleurs qui passent par la transplantation fécale. Alors pour l'instant, elles tiennent pas dans le temps, mais en tout cas sur une courte durée, il y a des résultats assez impressionnants. En principe, les transplantations fécales sont pratiquées en hôpital pour une seule maladie de Clostridium difficile. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres études un petit peu dans ce sens, et surtout pour essayer d'amoindrir les symptômes des maladies mentales en travaillant sur le microbiote, sur la réduction de la résistance à l'insuline, sur la régulation de la glycémie. Il y a des études fascinantes sur des personnes qui sont atteintes de maladies bipolaires quand on règle leur microbiote et quand on régule leurs hormones, surtout leur glycémie, la résistance à l'insuline, on observe des résultats vraiment très, très prometteurs. Donc, c'est vraiment un domaine de recherche à suivre. Et c'est vrai que les psychiatres sont un petit peu réticents à se désectoriser, en fait, parce que les psychiatres, ils sont habitués à travailler simplement sur les réactions neuronales et le cerveau. Dézoomer. Et voilà, il faut dézoomer, il faut vraiment avoir une vision intégrative de la santé et mettre en relation les différents systèmes du corps, en l'occurrence le système neuronal et le système digestif, le microbiote. C'est vraiment fascinant et passionnant. Tu nous reparleras de tout ça dans un prochain dossier, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup à dire. Et effectivement, tu nous reparleras très certainement de cette étude sur les souris. Et c'est assez impressionnant de voir qu'une souris totalement saine avec un nouveau microbiote ou une partie d'un nouveau microbiote devient obèse sans rien changer de son système alimentaire. Ça en dit long sur le pouvoir de notre flore intestinale et de tous ces micro-organismes qui nous habitent. On va continuer alors avec les questions. Est-ce que j'en ai raté? Non, je ne crois pas. Alors, il y a celle de Franck qui est là, mais je pensais j'en avais oublié une plus bas, mais non. Donc, non, si, voilà, il y a celle de Rita qu'on va juste prendre parce que les deux.
Bon, ceci dit, on était sur le microbiote. On va prendre celle de Franck, on reste sur la thématique du microbiote. Ouais, bonjour Franck, bienvenue à vous. Qu'est-ce que vous pensez du collagène et des différences entre le marin et le bovin? Alors bonsoir Franck, et merci pour votre question. Le collagène, j'adore, je suis super fan. et je pense que c'est un élément très très important pour garantir une bonne santé immunitaire, une bonne santé articulaire, une bonne santé de la peau aussi. Pour les femmes, ça peut vous intéresser de savoir que le collagène est une bonne façon de lutter contre la cellulite parce que ça déstocke les graisses et ça assure une peau saine et surtout un fonctionnement articulaire très adéquat. Et moi, je suis super fan du collagène. Je le prends surtout sous forme de bouillon d'os que je consomme en toute saison. J'ai dû déjà vous le dire dans plusieurs vidéos parce que je suis vraiment fan. Et je souffrais de douleurs articulaires très fortes. Il y a une dizaine d'années, j'avais été diagnostiquée de fibromyalgie. Je ne sais pas s'il y a des participantes ou des participants qui sont atteints de fibromyalgie. Mais voilà, sous quelle forme le collagène? J'y viens, Janine. Moi, le collagène, je le préfère toujours sous sa forme naturelle, en forme de bouillon d'os. Donc, je fais cuire des os avec de l'eau et du vinaigre de cidre pendant 24 à 48 heures dans un appareil, comment dire, un cuiseur électrique, je sais pas comment on appelle ça. Ouais. Une cocotte, enfin pas une cocotte, mais un grand faitout, quoi, un grand faitout où on peut y mettre du liquide et du bouillon. Il faut que ce soit immergé, en fait. Mais électrique pour pas être dépendant des plaques ou du gaz et pour vraiment faire cuire à basse température comme ça pendant longtemps. Après, on peut prendre du collagène sous forme marine ou bovine, mais c'est souvent bien sûr en forme de complément alimentaire, donc le prix est plus élevé et bon, ça dépend de vos budgets respectifs. La différence entre le collagène marin et bovin, je ne pourrais pas vous expliquer exactement. Il faut voir aussi après le contenu en collagène de certaines gélules ou capsules. C'est vrai que moi, je préfère le prendre en quantité plus importante sous forme de bouillon que je fais moi-même. C'est peut-être un petit peu plus contraignant, mais pour moi, ça a des résultats plus efficaces et c'est beaucoup moins cher. Et voilà, parce que c'est quand même des produits qui ont un certain coût. Et ça a eu un impact sur ma fibromyalgie. Oui, bien sûr, Franck, je peux plus dire du tout que j'ai des symptômes de fibromyalgie depuis une dizaine d'années. C'est pour ça que je continue à prendre du bouillon d'os dans un cadre d'une alimentation anti-inflammatoire. Et comme je disais dans la dernière vidéo, Franck, je ne sais pas si vous l'avez visionné, qu'il y a 6 ou 7 mois, j'ai eu un accident de ski à la fin de la saison de ski de l'année dernière, donc en fin février, j'ai glissé sur une plaque de glace dans une station de ski qui est tout près de chez moi. Et j'ai eu des fractures au niveau de l'épaule et mon traumatologue devait m'opérer. Et au bout de 6 mois, il m'a dit non, je vais pas t'opérer parce que ça s'est complètement réparé et il m'a dit clairement qu'il était presque sûr que mon alimentation anti-inflammatoire et notamment le bouillon d'os a eu un impact très positif pour m'éviter l'opération de l'épaule, quoi. Donc le bouillon d'os et le collagène et la gélatine et tous les autres minéraux, donc le calcium, le magnésium qui sont extraits du bouillon d'os ont un effet très très évident sur les douleurs articulaires et la fibromyalgie. Donc, je vous recommande le collagène sous toutes ses formes. Sous toutes ses formes. C'est vrai que ça peut être plus cher dès qu'on le prend en complément. Et le magnésium marin, le collagène marin est plus cher encore, hein, je crois, que le magnésium bovin. Il faut se poser des questions aussi sur l'origine du produit, évidemment. Est-ce que c'est une méthode de production respectueuse de l'environnement, durable, soutenable et tout ça, plutôt que pour le bovin aussi normalement, mais effectivement c'est vrai que pour le marin il y a cela en plus et je crois que les peptides sont plus petites, donc en tout cas les fabricants disent que le marin est plus assimilable que le bovin, mais je suis complètement d'accord avec toi que en bouillon, voilà, c'est le plus économique et parmi le plus efficace. Je le ressouligne parce que tu l'as dit, mais c'est très important de vraiment que nos auditeurs
on entend bien. Tu disais qu'il fallait mettre du vinaigre de cidre à l'intérieur. Oui. Vinaigre de cidre ou citron, en tout cas, il faut un acide pour extraire que le collagène sorte de l'os, en fait. Donc, et tous les minéraux, surtout le calcium, le magnésium et tous les autres minéraux présents dans les os. Et Janine, oui, comme je disais tout à l'heure, moi, mon bouillon d'os, je le cuis en 24 heures ou 48 heures. Dans mon cuiseur électrique, je mets 3 ou 4 litres d'eau et 2 ou 3 kilos d'os que me donne mon boucher gracieusement. Et voilà, ça part. Et avec 2 ou 3 cuillerées d'huile de vinaigre de cidre. Et voilà, et ça part en cuisson pendant 24 à 48 heures et c'est vraiment efficace. Je vous recommande vraiment d'essayer. Ouais. Et la glycine, c'est un acide aminé aussi qui a des effets positifs sur la masse musculaire, sur les articulations, sur la santé en général. Là, on est dans la micronutrition, mais c'est vrai que moi, j'aime bien toujours avoir une vision globale. Et là, on se décale un petit peu du thème du jour qui sont les émotions et l'alimentation. Mais voilà, c'est toujours l'alimentation anti-inflammatoire avec les bons macro et micronutriments. C'est cela. Ben, si tu as ta recette à nous partager, peut-être que je pourrais la rajouter sur le forum. Là, je cherchais en même temps parce que j'avais une recette qui était en ligne, une recette qu'on m'avait partagée de Tata quelque chose pour le bouillon d'os. Je la cherche. Si je la trouve, je vous la mets. Sinon, si tu en as une, voilà, on pourra la mettre sur le forum. J'en ai une en espagnol, je vous la traduirai en français. Bon, bah alors voilà, ça sera super. Ça sera super. Ouais. Parce que c'est vrai que ce sont des petits détails, mais cette acidité dans le bouillon, c'est capital en fait. Parce que si on la met pas, voilà quoi, on perd la quasi-totalité des bienfaits du bouillon d'os. Donc très bien. Merci beaucoup. Voilà, je crois qu'on a pris toutes les questions. Et donc là, on arrive à la question de Rita, qui nous demandait quel aliment pour aider un début de cataracte. Je prends des compléments aussi pour la vue. Alors, des aliments pour la cataracte, pour les des aliments pour la cataracte. Moi, je me suis penchée sur la question parce que j'avais une personne très proche de moi qui a eu de très gros problèmes de vue. Donc, je me suis vraiment penchée avec beaucoup d'attention sur cette question. Je sais qu'il y avait un... Attends, il faut que je le retrouve. Je sais qu'il y avait c'est pas la lysine non, c'est la lutéine. La lutéine, c'est la lutéine et la zéaxanthine généralement qu'on met en avant pour les yeux. Voilà. Pardon, j'étais sur le bouillon d'os sur la tête. Non, mais c'est parfait, c'est parfait. Je cherchais le mot, justement, je confondais avec la lysine, mais non, c'est la lutéine. Et donc, évidemment, on peut prendre ça en complément alimentaire, comme toujours, mais on peut essayer aussi de rechercher cet élément dans des aliments naturels. Et je sais qu'on le retrouve beaucoup dans les baies, comme les myrtilles, par exemple, qui sont par ailleurs un aliment anti-inflammatoire. Donc, pour des problèmes comme un début de cataracte, je vous recommanderais aussi la vitamine A, le rétinol, qui est souvent présente dans les aliments de couleur orange, comme les carottes, les abricots, mais aussi la courge. Là, on va commencer à être en saison de courge. Donc, n'hésitez pas et puis les patates douces aussi, qui sont des aliments aussi plein d'autres propriétés pour la santé. Donc, et puis une alimentation anti-inflammatoire en général, et suivez les conseils de votre ophtalmo et voilà. Oui, mais c'est vrai que voilà, tout ce qui est antioxydant de manière générale, c'est vrai que pour les yeux caroténoïdes, ça aide beaucoup. Alors, Patricia, merci pour votre lien. Bah oui, merci, parce que ça contient énormément de lutéine. Donc, effectivement, c'est vrai que ce sont souvent des aliments qui sont mis en avant. Et comme d'habitude, éviter les aliments pro-inflammatoires et tout ça. Je vous ai mis le lien qu'on m'avait recommandé voilà, dans mes études de naturo. Mais on accueille avec grand plaisir ta recette. Voilà, tu es diététicienne nutritionniste, donc avec grand plaisir. Écoutez, plus on a d'informations, mieux c'est. Donc après, voilà, chacun. Je vois que Patricia a partagé aussi une recette de bouillon. Oui, donc, je le disais. Merci beaucoup, Patricia, pour le lien. Donc voilà. Il y a abondance d'informations, c'est parfait. Écoute, je crois qu'on a fait le tour avec des questions. Si d'autres arrivent, n'hésitez pas à les poser. On est prêt maintenant à faire le test avec toi.
Voilà. Alors, il y avait deux choses. Il y avait le test que j'avais prévu de faire, et il y avait aussi la question de si vous vouliez me partager des aliments qui ont une charge émotionnelle pour vous. Donc, je sais pas si j'avais bien posé la question, si je m'étais bien exprimée ou pas. Parfois, il y a une question de langue aussi, comme je fonctionne avec 4 langues pratiquement au quotidien. Parfois, je m'exprime un peu mal en français notamment. Je voulais vous demander si vous pouviez nous partager des aliments qui vous rappellent des sensations, des émotions, par exemple de votre enfance. Je vous demande pas vos aliments préférés ou les aliments les plus sains pour vous, comme la salade, mais vraiment des aliments qui vous rappellent votre enfance, comme la Madeleine de Proust. Donc moi, par exemple, ce serait la tarte tatin que faisait ma maman quand j'étais petite ou adolescente, et que j'ai du mal à manger déjà parce que je prends pas de gluten, donc j'en mange pas en général. J'ai dû essayer de m'en faire une fois ou deux avec des pâtes sans gluten, mais c'était plutôt désastreux. Mais je me souviens, enfin rien qu'en y pensant, je me souviens du goût, je me souviens du côté caramélisé des pommes. Je prenais un morceau de tarte tatin avant d'aller à mon cours de danse le samedi parce que je faisais de la danse, et ça me rappelle vraiment tout un univers, et voilà, ça me rappelle ma mère. Donc c'est vraiment pour moi un aliment émotionnel par excellence, parce que voilà, ça me rappelle ma mère. Voilà, le rôti du dimanche midi. Carrément. Ah là là, Franck, ouais. Ou le rôti, poulet, c'est oui, vraiment. On y est. Françoise parle de la bouillie au chocolat, cuisinée par ma maman. Voilà, tout ça, c'est des aliments vraiment émotionnels. Et toi, Mathilde, c'est quoi ton aliment ou ton plat émotionnel? J'étais en train de chercher en même temps. Alors, il y a Patrick qui écrit la salade dégustée tous les jours en Provence avec ma famille. Mais peut-être que cette salade frisée à l'ail oui, ça peut être émotionnel aussi, une salade, hein, un moment de partage avec la famille. Ouais. André dit les asperges au printemps, ça rappelle un moment particulier. C'est vrai que les asperges vertes, fraîches qu'on peut ramasser dans les champs, ça montre un moment particulier aussi, comme les myrtilles, on parlait des myrtilles avant. Moi, je trouve des myrtilles en montagne aussi, à une époque très, très précise et très courte, à la fin août. Et c'est exceptionnel parce qu'on n'en a pas toute l'année, donc c'est vraiment émotionnel aussi, quoi. Mais c'est vrai que je rejoins un peu Franck. C'est vrai que le repas du dimanche, alors moi c'est plutôt poulet que rôti, mais bon, mais le poulet rôti avec le gratin dauphinois. J'avoue que c'est vraiment un plat ancré vraiment dans l'enfance, effectivement. Oui. Le gâteau au chocolat avec de la très bonne crème fraîche non pasteurisée que ma mère me faisait systématiquement à ma demande pour mon anniversaire. J'en ai gardé un goût immodéré de la vraie crème fraîche crue. J'en ai des frissons fabuleux. Je vois exactement. Ouais. Moi, ça me fait saliver. C'est fou, hein. Toi, ça donne des frissons. Moi, ça me fait saliver. Ouais. Et puis, à la fois, on bascule dans cet univers. On voit très bien, voilà, ce lien enfant-mère sur, voilà, sur cette demande et ce besoin, cette envie aussi de faire plaisir à l'enfant. Oui, c'est un partage, c'est la convivialité, c'est la famille, c'est les émotions. C'est vrai que ça nous fait, tu vois, même si on n'est pas concerné, et même si on voit pas le gâteau au chocolat à la crème fraîche, on l'imagine, et tout de suite on a les papilles qui frétillent, on a des frissons, et on partage. Et effectivement, une crème fouettée avec une crème fraîche crue, effectivement, c'était un délice. Effectivement, c'est vrai. Ce sont les biscuits avec figues et amandes que ma mère faisait pour Noël. Eh bien, dis donc, j'espère qu'on a tous mangé là, parce que ça donne faim. Ça donne faim, mais oui. Si on va avoir des compulsions alimentaires, on va se jeter sur les paquets de gâteaux là. On finit sur les asperges blanches pour André. J'ai été nourrie tous les soirs dans les années d'après-guerre à la floraline, et ce n'est vraiment pas ma Madeleine de Proust. C'est plutôt la mousse au chocolat maison du dimanche, Janine. Pour Janine, pardon. Et alors pour Joël, alors la floraline, Flore, plus loin, Aline. Je sais pas. Nous, on n'a pas grandi dans l'immédiat après-guerre, donc on ne sait pas ce que c'est. Peut-être que Joël, si vous voulez expliquer ce que c'est la flore à ligne. Mais c'est ce que tu disais. C'est pas forcément un souvenir visiblement heureux, mais en tout cas, ça a impacté vos souvenirs d'enfance. C'est vrai que ce serait plutôt le contraire c'est un aliment émotionnel, mais qui apporte des émotions négatives, et c'est vrai que ça peut exister aussi, hein. Ou si on nous a forcé à manger des brocolis et qu'on n'aime pas du tout ça, on peut avoir des répulsions alimentaires justement pour des aliments qu'on nous a forcé à manger à l'école, à la cantine. Moi, c'était le cas pour la langue de bœuf. Voilà, j'ai jamais pu en remanger. Je me souviens qu'on nous donnait ça.
À la cantine? Ah ouais. Bon, ça a changé. Ouais, ça a changé. Mais bon, maintenant, on recommande de manger du foie, de manger des viscères. Oui. Ça va. Donc voilà, la langue de bœuf, why not, hein. Et au contraire, on prend du bouillon d'os, c'est des viscères aussi. Mais bon. Et donc, on s'en sert comment de ces aliments? Ils nous font, on peut y retomber un peu, ça peut nous faire plaisir d'y retomber dessus, d'en recuisiner une fois que, Ouais. ou Mais pas après, forcément, hein, mais pas forcément. On peut garder ça vraiment comme un souvenir agréable, comme quelque chose qui nous amène dans un monde comme ça, de nostalgie. Mais après, évidemment, des personnes qui ont plus de compulsions alimentaires vont avoir tendance à répéter cette envie ou ces compulsions pour des aliments sucrés. On va pas forcément reproduire le brownie de notre grand-mère, le gâteau au chocolat de notre grand-mère, mais on va acheter des biscuits industriels au chocolat qui vont nous rappeler vaguement l'origine de cet aliment émotionnel, quoi. ah, mais merci Patricia et merci Joël. C'est une graine de couscous comme une semoule pour épaissir le bouillon. Ah, d'accord. Okay. D'accord. Moi, à l'époque, j'avais eu des graines de tapioca aussi. Et j'en regarde un très très mauvais souvenir. C'était gluant, c'était vraiment dégoûtant. Floraline, je sais pas si c'était de la semoule, je sais pas si c'était à base de blé comme de la semoule, comme de la couscous. Ouais. Ok. D'accord, mais c'était intéressant d'avoir voilà, ces plats. Ces plats voilà, qui sont une émotion, alors positive ou moins, mais en tout cas voilà, qui tout de suite nous transporte dans une part de notre vie passée. Ouais. C'est pour ça que les pubs marchent tellement bien, parce que visuellement, on a un impact tellement fort, voilà, d'une famille réunie autour d'un bon repas avec une bonne bouteille de soda ou quoi que ce soit, et tout de suite ça éveille nos émotions, et ça donne envie d'en manger ou d'en voir. Le tapioca, c'est du manioc, le manioc, c'est le tapioca. Ah ben moi je savais pas que tapioca c'était du manioc. Ok. Si. Bah, c'est utile justement pour les personnes qui sont intolérantes au gluten ou des personnes cœliaques. On peut consommer du tapioca ou du manioc. D'accord. Et Franck qui nous précise que effectivement la floraline était bien du blé. Ah, c'est très bien. Du blé, d'accord. Merci pour ces infos. Très bien. Alors je sais pas si on a le temps, Mathilde, pour faire un petit test. Bah oui. On prend 5 minutes. On va le faire, bien sûr. Pour faire un petit test, pour savoir si vous êtes un mangeur ou une mangeuse émotionnelle. Donc, vous pouvez répondre oui ou non, soit dans le chat, ou soit sur un petit cahier, ou ou simplement mentalement. Alors, on part pour 6 ou 7 questions. Allez, ça va aller très vite, et vous allez sûrement vous reconnaître ou pas dans ces questions. Alors, première question, est-ce que vous mangez plus lorsque vous êtes inquiet ou anxieux? Alors, est-ce que vous voulez répondre oui ou non dans le chat? Alors, il y a un petit décalage. Donc, je pense que, comme il y a un petit décalage de 5-6 secondes entre le moment où on parle et le moment où les personnes reçoivent. Donc, je pense qu'en fait, tu vas nous faire toutes les questions. On va noter oui, non, chacun de notre côté. Et à la fin de tes questions, voilà, on pourra faire un petit débrief sur le nombre de non ou de oui qu'on obtient. Je pense que ça sera plus simple comme ça. D'accord. Alors, donc, je répète la première question pour ceux ou celles qui l'ont raté. Est-ce que vous mangez plus lorsque vous êtes inquiet ou anxieux? Moi, dans mon cas, c'est oui, clairement, mais bon, j'essaie de lutter contre ça. Est-ce que vous mangez lorsque vous n'avez plus faim, ou lorsque vous n'avez pas faim, ou que vous vous sentez pleine ou plein? Est-ce que vous mangez quand même? Continue de manger. Est-ce que vous... Bon, c'est un test que j'ai traduit de l'anglais en 2 minutes avant la vidéo, donc c'est pas forcément la meilleure traduction. Mais est-ce que vous mangez sans avoir faim, ou quand vous êtes déjà... Est-ce qu'il nous arrive de faire un petit goûter, par exemple, l'après-midi, alors que clairement, on n'a plus faim du repas, du déjeuner du midi, mais voilà, le petit gâteau, et on mange quand même. C'est un exemple. OK? Alors, troisième question. Est-ce que vous mangez pour vous sentir mieux, pour vous calmer quand vous êtes énervé, fatigué, ou quand vous vous ennuyez? Donc ça, c'est vraiment manger pour se distraire, quoi, ou pour se calmer. Alors ensuite, est-ce que vous mangez plus qu'à votre faim, jusqu'à ras-bord, jusqu'à être vraiment saturé, mais vous continuez à manger quand même, vraiment pour vous remplir comme s'il y avait un vide sidéral à l'intérieur de vous?
Alors, l'autre question. L'alimentation est-elle parfois votre meilleure amie? Là, c'est vraiment l'alimentation comme réconfort. Ah, voilà. En fait, oui, parce qu'on peut, on peut l'utiliser, on peut l'interpréter de différentes manières. Donc, est-ce que c'est votre meilleur ami? On peut se dire que comme on sait qu'en mangeant sainement, ça peut nous aider, on peut manger sainement. Alors, mais je pense que la question était plutôt dans le sens, est-ce que vous considérez l'alimentation comme, si vous vous sentez seul, est-ce que vous utilisez l'alimentation comme si c'était un ami, un confident? Mais c'est vrai que je vois ce que tu veux dire, mais par rapport au style des questions en général, je pense que c'était ça. Et puis c'est vrai, comme la langue originale du test était en anglais. Ok. Est-ce que c'est un peu notre amie, notre copine, notre copain, si on va pas bien, est-ce que c'est vers elle qu'on se réfugie? La question en anglais, c'est Does food feel like a best friend? Oui, d'accord. Est-ce que l'alimentation pourrait être votre meilleure amie? Vers qui on se tourne quand ça va pas. On a besoin de consolation, je pense que c'est plutôt dans ce sens-là. Ouais, très bien. Avant-dernière question. Parfois, sentez-vous que vous perdez le contrôle quand vous mangez? Vous commencez à manger, vous dites, oh, je vais prendre juste un Pringles, et en fait, vous finissez tout le paquet, ou je vais manger un bonbon ou un biscuit. Voilà, c'est la perte de contrôle. Ouais. Et la dernière question, est-ce que vous mangez pour vous récompenser ou pour célébrer quelque chose? Ça m'arrive souvent. Je me dis, j'ai fait un beau dossier Dynamica, je vais me récompenser en mangeant quelque chose qui me fait plaisir. Ouais, ça peut. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut demander aux participants et aux participantes? Bien sûr. Est-ce que vous avez répondu plutôt oui ou plutôt non? Là, je vois qu'il y a eu pas mal de non. Donc, je pense que voilà, les dynamiqueurs qui nous suivent sont plutôt des gens qui contrôlent leur alimentation. C'était sur la première question, ça, où ils ont plutôt écrit. Donc, c'était quoi la première question? Tu peux nous la redonner? La première question, c'était est-ce que vous mangez plus lorsque vous êtes inquiet ou anxieux? Ah, voilà. Donc, Françoise, c'est une bonne mangeuse émotionnelle apparemment. Elle a répondu oui à toutes les questions. Donc c'est vrai que si on répond oui à la plupart des questions, c'est vrai qu'on peut se définir comme un mangeur ou une mangeuse émotionnelle, qu'on se laisse un petit peu trop guider par nos émotions plutôt que par la raison et par un bon équilibre alimentaire qui va nous aider justement à maîtriser ces compulsions. Franck plutôt non, André plutôt non. Franck, un seul oui. La dernière question, c'était quoi la dernière question? Célébrer, je crois. Pour récompenser ou célébrer quelque chose. Donc les hommes qui ont participé ce soir ont plutôt un très bon contrôle de leur alimentation émotionnelle. Ça, c'est une question aussi. Peut-être qu'il y a des études scientifiques là-dessus, comme j'ai un petit peu évoqué pendant la vidéo. Est-ce que les femmes ont plus facilement une alimentation de type émotionnel que les hommes? Il faudrait vraiment étudier la question. Ça m'intéresserait de savoir. Patricia, qui a un très bon contrôle aussi, non à toutes les questions. Fabiola, 5 non, 2 oui. Janine, 4 non, 3 oui. C'est plus équilibré. Et Françoise, j'ai beaucoup de travail à faire. Oui, écoutez, c'est bien de s'en rendre compte et de vous rendre compte que vous avez un travail à faire. C'est très intéressant. Le premier pas, c'est de mettre de la lumière sur les chemins un petit peu à suivre. Donc, donc bon. Voilà. Et Rita dit, on peut célébrer la vie tous les jours en écoutant l'estomac. Mais Rita, vous avez une alimentation très intuitive, vous écoutez votre corps et vous avez une alimentation saine. Il y a certaines personnes qui n'ont pas autant de contrôle et pour qui l'alimentation intuitive, c'est mon corps me dit de manger un paquet de biscuits, donc je vais écouter mon corps et manger tout le paquet de biscuits. Donc moi, j'admire vraiment les personnes comme vous, Rita, qui célèbrent la vie en écoutant leur estomac et qui font des choix très judicieux pour leur santé. Mais c'est pas toujours le cas. Il y a beaucoup de personnes avec des compulsions alimentaires pour qui c'est vraiment, c'est pas du tout intuitif. Mais bon, félicitations pour avoir une alimentation intuitive. Et Joël, l'apéritif du soir est une bonne détente, c'est clair. Mais bon, pour la santé à long terme, c'est pas l'idéal. Si c'est fait comme d'habitude de façon ponctuelle et pour célébrer un événement en particulier. Mais si c'est comme pendant la période Covid, par exemple, je sais qu'il y avait pas mal de personnes qui se sont un peu lâchées sur les apéros pendant le Covid.
Ouais. Et puis il y a apéro, il y a un petit verre de vin en biodynamie avec des bâtonnets de crudité par exemple ou quelques olives. Et puis il y a le verre de pastis par exemple avec des chips. Avec Bon, les chips, ouais. voilà, il y a toujours. Mais c'était intéressant du coup ces questions pour arriver à voilà à se jauger, à mettre en lumière voilà des pistes à explorer et se rendre compte qu'effectivement l'alimentation peut être émotionnelle. Oui, Donc, complètement. Il y a Franck qui dit aussi, je suis la balance. Ça, c'est un bon indicateur aussi, la balance. Si on remarque qu'on a pris 2 kilos après l'été, ce qui arrive souvent, là, on est au mois de septembre. J'ai pas mal de patientes qui arrivent à la consultation en disant comment je fais pour éliminer les 2 kilos que j'ai pris pendant l'été. Donc, la balance, c'est un indicateur, mais il faut pas que ça devienne une obsession non plus. Moi, je travaille pas spécialement avec la balance. Mais bon, Françoise dit, j'en suis pas là. Un biscuit, pas le paquet. C'est très bien aussi. Françoise, vous contrôlez bien votre consommation. Il y a des personnes qui sont bien dans la modération, qui prennent un petit biscuit. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas ce contrôle et qui ont un paquet de biscuits devant eux, ils se sentent obligés de finir le paquet. Et Patricia dit, je célèbre en m'offrant du repos et de la joie. C'est ce que je disais en début de vidéo, il faut essayer de trouver des récompenses physiologiques et naturelles et en évitant d'utiliser l'alimentation comme une compensation, une récompense ou une célébration. Donc, offrir du repos, de la joie, du bonheur, des petits plaisirs. Bon, en tout cas, c'était intéressant ces questions parce qu'il peut y avoir, du coup, si parmi les personnes qui ont répondu ce soir, il peut y avoir des petites compulsions alimentaires, de sucre par exemple, mais qu'il y a une majorité de non dans les questions que tu as posées, à ce moment-là, les compulsions ne relèvent pas de l'émotion, mais elles vont relever d'autres choses. Ça peut être hormonal, ça peut être le microbiote, comme voilà, on l'a évoqué. Ça peut être simplement mais ça peut être simplement, Mathilde, parce qu'on est humain et parfois on craque et parfois on contrôle pas tout. Il y a des personnes, surtout parmi les dynamiqueurs, voilà, parce qu'on sait très bien que ce sont des personnes qui prennent soin d'eux et tout ça, qui écoutent régulièrement tous les dossiers et qui cherchent les meilleures informations pour prendre soin de leur santé. Mais voilà, il y a certaines personnes qui ont plus de mal à lutter contre ces addictions. Oui, il s'agit pas de parler de la compulsion le soir où on rentre et voilà, petite fatigue et puis voilà, on va consommer un peu plus. Je parlais plus s'il y a des compulsions régulières ou que de manière régulière dans le mois ou dans la semaine, il y a vraiment un attrait pour tel ou tel aliment et le sucre en l'occurrence, mais qu'il y a dans tes questions une majorité de non, c'est que ça va plus se relever de l'ordre des hormones par exemple ou du microbiote et tu en as parlé déjà dans ce dossier et tu reviendras nous en parler plus en détail plutôt que de l'ordre émotionnel, même si encore une fois on l'a dit, le microbiote et les émotions peuvent être liés, donc bon, mais ça donne voilà des pistes de réflexion et voilà pas de recul par rapport à ce qui se passe dans notre corps. Donc c'est toujours important de changer un peu sa paire de lunettes parfois sur ce qu'on vit. Donc merci beaucoup pour. Je lis juste la dernière intervention de Rita qui dit qu'elle aime bien aussi manger 1 ou 2 chips, même seule. Donc c'est la première personne du monde qui réussit à ne manger que 1 ou 2 chips dans le paquet. Donc bravo Rita pour votre contrôle alimentaire, vraiment admirable. Moi je sais que j'y arrive pas, il faut que j'en mange au moins 5 ou 6. Bon, même 5 ou 6, ça reste encore raisonnable sur le paquet. Bon, merci infiniment, Alissa, pour. Merci à toi, Mathilde. Merci à tous, vraiment. Toutes ces réponses généreuses, tes exemples, toujours voilà, tes propos illustrés de ta pratique, des études que tu suis. Donc c'était passionnant de t'écouter et puis ce test, voilà, d'avoir vu un petit peu à la fin comment est-ce que on appréhende l'alimentation, c'était absolument passionnant. Et comme on l'a dit tout au long de ce webinaire, tu reviendras nous voir pour le microbiote. Alors pas tout de suite. Entre-temps, il y a un autre thème qui va arriver sur les piliers de santé. Voilà, les piliers importants à mettre en place pour avoir une santé la plus équilibrée possible. Donc voilà, tu vas revenir, je pense, au moment de la semaine du goût, dans ces eaux-là, pour venir nous parler de tout ça. Et puis, sur le microbiote prochainement. Donc ça sera un vrai plaisir de te retrouver. Voilà, comme on a la joie à chaque fois de passer ces moments ensemble. Donc plaisir partagé, Mathilde, et merci à tous et à toutes pour votre participation. C'était très dynamique ce soir, donc j'ai vraiment apprécié cet échange avec vous, vraiment très très enrichissant et très intéressant. Merci Patricia, Françoise, Janine,
Rita, Franck, André, tous les autres. On a eu plein d'émotions avec vos partages, c'était très très agréable. Donc ouais, merci pour vos interventions, pour vos confidences, parce que voilà, ça fait aussi partie voilà du plaisir qu'on a à se retrouver chaque semaine pour échanger. La semaine prochaine, comme je vous l'ai annoncé hier, je vous retrouve avec Olivier Rorich qui viendra nous parler de son expérience, longue expérience aux côtés des grands maîtres lamas bouddhistes et qui nous expliquera, voilà, qui nous mettra en lumière toute la sagesse qu'il a appris auprès d'eux et tous les côtés plus sombres qui ont attrait à l'humain, parce que ce sont avant tout des hommes, tout grands maîtres qu'ils sont. Donc voilà, il va nous expliquer toute la lumière, enfin vraiment tout le grandiose qu'il y a dans cette sagesse-là, et puis à la fois voilà les travers pour ne pas tomber dans le dogme, voilà, qu'on peut retrouver dans toutes les religions, quelles qu'elles soient, mais aussi au sein d'entreprises avec la hiérarchie et en fait l'emprise que peuvent exercer sur nous les sachants ou la hiérarchie au-dessus. Donc voilà, ça sera un dossier absolument passionnant. Ça te donne vraiment envie de le voir. Ouais, parce que ça peut voilà, c'est lié à l'idée d'emprise aussi. Donc c'est très intéressant parce que voilà, ça partira de la religion, mais ça peut vraiment s'écarter et s'élargir sur de nombreuses autres sphères de la société. Donc ça sera un superbe moment aussi avec Olivier. Merci à vous, vraiment une nouvelle fois, Françoise qui te remercie, qui souhaite une bonne soirée, Patricia, un immense merci, Janine, André, Rita. Voilà, c'est un vrai plaisir, comme tu le partageais, d'avoir, voilà, c'est votre présence active et dynamique, comme je répète, je reprends tes mots. C'est ce que j'ai ressenti. Ouais. Il y avait une envie de partager, c'était extrêmement agréable. Donc, merci infiniment. Prenez grand soin de vous, vous êtes important, donc priorisez-vous surtout. Très très belle soirée encore, merci à vous, merci à toi Alice et au plaisir de vous retrouver, à toi Alice et à vous tous la semaine prochaine, et puis Alice, à toi très prochainement. Merci à tous et bonne soirée. Bye bye. À bientôt, au revoir.